Bonjour chers amis qui allez me suivre tout de suite. Moi c'est l'aigle de Kolwezi, le grand Sayambo. Il est dimanche aujourd'hui, le 23 novembre 2025. Je commence par louer le Dieu des Congolais, le Dieu de nos ancêtres aussi, pour le service qui est en train de se faire en République démocratique du Congo, spécialement du côté du Katanga. Car on s'est dit que libérer le Katanga, c'est libérer la République démocratique du Congo. Car tous les jeux politiques, les intrigues se jouent au Katanga à chaque tournant historique, là où le Congo veut emprunter une nouvelle direction pour changer son destin. C'est pourquoi mon titre d'aujourd'hui, qui est devant vous, et là-bas, ça nous dit le réveil. Donc, de la conscience des autochtones katangais. Le réveil de la conscience des autochtones katangais. Je vais parler de cela. Je vais parler un peu de Corneille Nangaa, ce qui se passe dans l'est du Congo, ce qui est en train de se passer en Tanzanie, la perspective, qu'est-ce que les analystes du monde sont en train de dire, et je vais finir par là. Sans plus tarder, en tout cas, nos prières envers nos ancêtres sont en train de marcher. Pourquoi? Car un changement est en train de s'opérer du côté du Katanga. Quand vous regardez très bien, il y a eu maintenant des manifestations dans la chefferie de Basumboa, alias Baeke, car c'est de là que vient le grand blocage, non pas seulement du Katanga, mais de la République démocratique du Congo. Ce blocage a été installé là-bas par le Royaume de Belgique. Souvenez-vous, il faut connaître d'où vous venez pour savoir où vous êtes, et vous saurez bien sûr où vous êtes en train de partir. Pour savoir qui tu es, il faut plonger dans ton passé. Qui es-tu dans le passé? Qui sont tes ancêtres? Et tu sauras qui tu es, et ça va te faciliter de savoir où tu peux t'en aller ou bien où tu es en train de t'en aller et corriger tes fautes. Comme on le disait, les gens prenaient cela comme de la blague, comme des bêtises. On était distraits, nous tous, à regarder que l'ennemi viendrait d'ailleurs. Alors qu'au Katanga, on avait un grand ennemi, le Musumbwa. Pendant que beaucoup de gens regardaient du côté du Rwanda, Kagame, les Tutsis, Banyamulenge, Minembwe, personne ne savait que ce qu'on veut faire au Kivu dans l'Est, c'est seulement une copie collée de ce qu'on a réussi déjà à faire au Katanga par les mêmes impérialistes, forces extérieures occidentales. Ce qu'ils ont su faire au Katanga en créant une fausse chefferie de Bayeke, Basumboa, en installant des Moamis là-bas, et c'est ce qui a même permis le désordre dans les négociations qui avaient précédé l'indépendance du Congo. On vous dit toujours qui sont allés représenter les chefs coutumiers du Congo à la conférence de 1959 à Bruxelles. Les Congolais étaient là, oui, mais ils étaient sous la houlette d'un étranger, originaire de ce qu'on peut appeler aujourd'hui la Tanzanie, Basumboa, Banyamwezi, Wagalangasa, un certain Munongo encore, Antoine Munongo Chalo. Côté politique, on a pistonné encore un étranger, Godefroid Munongo Shombeka, alias Kifekio. C'est lui qui était en charge, bien sûr, de pénaliser l'indépendance du Congo. Quand le 30 juin 1960 est venu, vous avez remarqué, vous tous, cette indépendance du 30 juin, 2 semaines après, ça a été suivi d'une autre indépendance, le 11 juillet
de la même année 1960, soi-disant l'indépendance du Katanga, qui n'a jamais été une vraie indépendance. C'est la manipulation des Belges. Tout a été conçu, travaillé, réalisé dans les laboratoires des Occidentaux, là où il y avait la complicité de 3 pays. La Belgique comme métropole, les États-Unis avec ce service secret, la CIA, et même la France, qui accompagne toujours l'Amérique partout. C'est ainsi que ces mafieux-là ont créé cette fausse indépendance du 11 juillet 1960, qui n'a jamais été indépendance, car eux-mêmes, les créateurs de cette fausse indépendance, n'ont jamais appelé cela indépendance. Ils appellent cela la sécession katangaise. Pour comprendre si c'était une vraie histoire ou une fausse, lisez, faites des recherches, rentrez dans le passé. Le combat des Congolais, si pas de tous les Congolais, de plus de 90% des Congolais, avant le 30 juin 1960, n'avait jamais été de faire du Katanga un État à part. Qu'on ne te trompe pas. C'était de voir les Belges, les colons partir. C'était le combat de tous. Mais le Belge ne voulait pas partir. Il voulait demeurer donc au Congo, avoir toujours sa main mise sur la République démocratique du Congo. C'est ainsi que le Belge a boulé, comme on dit à Lingala. Comment est-ce que je vais demeurer dans ce pays, là où il y a la cohésion nationale, là où tout le monde cherche l'indépendance, Uhuru, Lipanda? Il faut les diviser. Comment est-ce que je vais les diviser? Je vais utiliser l'argent. C'est ainsi le Katanga étant le portefeuille du Congo. Le Belge a eu l'idée de kidnapper l'argent, la source d'argent du Congo, en manipulant les politiciens autochtones de cette province portefeuille, avec une fausse promesse que vous serez indépendants. C'est comme si le mal du Congo, les souffrances de 80 ans de la colonisation des Belges, ce n'est plus les Belges maintenant. Ce n'est plus, donc, les Occidentaux. Car Lumumba avait bien dit dans son discours, le mal c'est la Belgique, les Occidentaux. L'indépendance que nous venons d'avoir aujourd'hui, c'est après une lutte. Ce n'est pas un cadeau que vous nous avez donné. Vous avez tué beaucoup de nos ancêtres. Et l'histoire nous dit que Léopold II avait fait tuer plus ou moins 10 millions de Congolais, nos ancêtres. Ce n'est pas 10 000, 10 millions. Et aujourd'hui, on parle de 18 millions dans la guerre de l'Est qu'on est en train de nous imposer par les mêmes Occidentaux. De la même manière que nos frères, nos pères, nos ancêtres, nos grands-pères katangais, en 1960, avaient mordu à l'hameçon des Belges avec une fausse promesse. C'est de la même manière que les Congolais d'aujourd'hui encore sont en train de mordre à l'hameçon des mêmes Occidentaux. Cette fois-ci, les Occidentaux n'utilisent pas les Katangais comme ils ont utilisé nos parents, nos grands-pères pour démolir l'indépendance du Congo. La libération du Congo aujourd'hui, qui est un pays béni par Dieu, avec tous les minéraux stratégiques que nous pouvons utiliser à bon escient pour avoir une place dans le concert des nations. On est en train de nous troubler en utilisant les mêmes Congolais. Cette fois-ci, ce n'est plus au Katanga au sud, c'est dans l'Est. Qui est derrière? L'Amérique. C'est le même jeu. Tu ne comprendras jamais ce qui est en train de se passer dans l'Est aujourd'hui si tu ne veux pas fouiner dans le passé pour comprendre ce qui s'était passé au Katanga. Point barre. L'homme blanc n'a jamais eu envie de couper le Congo en 3-4 morceaux. Qu'on ne vous trompe pas. On ne coupera pas le Congo. Si le blanc pouvait couper le Congo, ça fait 30 ans que Kagame tient le Congo au cou. Qu'est-ce qui empêche à Kagame de couper le Congo? Kagame a eu beaucoup d'occasions. Et Kagame ne le fait pas lui-même. Kagame, c'est un pion. Et Museveni, utilisé par les Occidentaux, en l'occurrence l'OTAN,
les forces de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Ce sont ces forces-là, avec l'Amérique en tête. À l'intérieur, il y a la Belgique, la France, l'Angleterre et beaucoup d'États que vous connaissez, qui ont plein contrôle sur la République démocratique du Congo. Et comme c'est l'OTAN qui contrôle le Congo, Est, Ouest, Nord, Sud, même centre, sans concurrence, alors, je vous ai toujours dit, l'hypothèse de couper le Congo, balkanisation, ça n'existe pas. C'est un jeu qu'on est en train de nous faire jouer. Nous allons nous diviser seulement nous-mêmes, vous coupez la République du Kivu, les autres resteront Katanga, les autres à Kinshasa, croyant qu'il y aura un match final, il n'y aura rien. Ils vont seulement vous profiter pendant votre désordre. Le manque du sens, de la cohésion nationale, de l'unité des Congolais, c'est ce que les gens cherchent. C'est eux qui contrôlent le Congo. Personne ne dépasse l'Amérique en puissance aujourd'hui. Personne ne dépasse l'OTAN en puissance aujourd'hui. Lisez toutes les notes. C'est l'OTAN qui contrôle le Congo. Donc personne ne peut diviser le Congo aussi longtemps que l'OTAN a le plein contrôle du Congo. On va diviser pour le partager avec qui? Qui est en train de tirer le Congo de l'extérieur? La Chine, la Russie, l'Inde, ce sont les puissances. Personne. Il n'y a aucune menace venue de l'extérieur, bien venant de l'extérieur, qui est en train de terroriser l'OTAN, les Occidentaux, pour qu'ils puissent diviser le Congo. Il n'y a aucune autre force. Depuis les années 1990, c'est l'Amérique en tête avec tous les Occidentaux qui contrôlent la région des Grands Lacs. Donc le jeu que vous êtes en train de voir là-bas, c'est le jeu des États-Unis d'Amérique. C'est comme sur un échiquier. Personne ne peut faire trembler les Otanais, les Occidentaux. Ils ont full contrôle de la République démocratique du Congo. Or, les pays qui fabriquent l'OTAN ne se font pas la guerre entre eux. Ils sont tous en harmonie, en train de parler d'une seule voix et en train de préserver leur puissance. Car c'est eux encore, la civilisation occidentale, qui est en train de régner. Qui a encore plein contrôle à beaucoup d'endroits dans le monde. Alors, ils vont partager le Congo avec qui? Est-ce que les Américains, les Français, les Belges, les Anglais, sont-ils en discorde, en train de cafouiller pour se partager le Congo? Non! Donc, la théorie de la balkanisation du Congo tombe déjà. Il n'y a aucune menace extérieure à l'OTAN qui fera ce que l'OTAN est en train de vouloir se diviser le Congo avec une force extérieure. Non. Donc tout le désordre qu'on est en train de vous faire là-bas, dans l'est du Congo, c'est un sketch qui répond seulement à l'agenda de la déstabilisation simple du Congo. Déstabiliser l'économie du Congo, la politique du Congo, les politiciens du Congo, la sécurité du Congo, point entrée. Avec quel but vous allez me demander? C'est pour vous voler les minéraux seulement. Cette guerre-là de 30 ans, c'est pour voler les minéraux. Et ce ne sont pas les minéraux des moindres. Ce sont les minéraux stratégiques qui sont dans la région des Grands Lacs, spécialement en République démocratique du Congo. Au lieu de venir les acheter, le Congo sera le pays le plus puissant de la planète Terre. Les Américains en tête, dans leur club de l'OTAN, ont préféré, à partir des années 1990, qui ont sonné le glas de la période électronique, de faire quoi? De s'approprier la grande source de minéraux qui sont la source de la fabrication d'appareils électroniques dans le monde. Et c'est le Congo qui est le réservoir, le dépositaire de plus de 80% des minéraux. Comprenez le sens de cette guerre que nous avons au Congo. Ça a commencé dans la Maison Blanche. La France est au courant. La Belgique le sait aussi. De la même manière qu'on a trompé à nos ancêtres katangais,
que si vous nous aidez à bousiller l'indépendance de tout le Congo, en tuant Lumumba, en créant le désordre, nous allons vous laisser un Katanga autonome, indépendant. Nos ancêtres ont mordu à l'hameçon, ils ont tout fait. Ils ont satisfait les Belges. Sans savoir que la CIA américaine était derrière les Belges. Les Français aussi étaient dans le coup. La preuve en est qu'on vous a envoyé rien que des mercenaires. Il y avait des mercenaires belges, les gens Scram. Les mercenaires français, les Bob Denard étaient là-bas. Les Américains étaient là. C'est le président américain qui était aussi militaire, qui était à la base de la tuerie de Lumumba. Il avait signé à la Maison Blanche la mort politique, économique et physique de Patrice Emery Lumumba. Lumumba symbolisait l'indépendance du Congo. Il faut tuer l'indépendance et la démocratie du Congo que nos ancêtres venaient d'acquérir à Léopoldville en créant un régime fantastique. Là où le président n'avait pas trop de pouvoir, là où devait se partager le pouvoir avec l'Assemblée nationale. Vous voyez, et Lumumba était élu. Ils ont vu que ce pays va démarrer. Il faut le déstabiliser et détruire ce que ces gens vont faire. Si nous perdons contrôle sur le Congo et que les Congolais eux-mêmes politiciens commencent à se choisir des partenaires selon leurs intérêts, nous les Occidentaux, nous avons un passé rouge dans ce pays-là. 10 millions de gens étaient tués quand nous colonisions ce pays-là. Parce que ce n'est pas seulement la Belgique qui est venue nous coloniser. La Belgique était là avec les gens européens de beaucoup de nationalités, même des Américains. C'est pour cela que vous avez des Livingstone qui ne sont même pas des Belges, 3 de nationalités. Et ils étaient venus travailler avec les Belges. Les Belges étaient seulement en avant en tant qu'un petit pays, pauvre. Où est-ce que la Belgique trouvait de l'argent pour coloniser ce grand pays? Il fallait beaucoup de moyens, beaucoup de technologie de ce temps-là, beaucoup de logistique. C'est pour cela que la même Belgique allait s'endetter chez les Anglais, les Américains et d'autres pays. Et ensemble, ils venaient travailler à la source au Congo pour récupérer leur argent. C'est ainsi qu'ils se sont donné des jobs. Vous allez faire le chemin de fer de tel. Vous allez prendre l'union minière du Haut-Katanga. Nous allons faire comme ça. Nous allons faire comme ça. C'était des sociétés multinationales qui existaient déjà, même dans les années 1960. Donc la Belgique travaillait avec des gens qu'on a envoyés par les débiteurs. Ceux qui avaient prêté de l'argent à la même Belgique ont envoyé leurs émissaires sur terrain dans le Congo. L'État indépendant du Congo, pour être témoin de combien de minéraux ils vont exploiter, ils vont peser, ça vaut combien d'argent, on va se diviser par combien d'actionnaires, 16, 17, tout ça. Et chaque pays prélevait l'argent à la source. C'était comme ça que ces gens-là travaillaient. Donc vous n'allez pas nous dire que les Américains n'étaient pas au Congo, les Anglais, tout le monde était là. Et le Congo était déjà classé comme la zone de marché international. Vous comprenez? L'Amérique, très puissante, peut arracher le Congo à la Belgique. Peut même arracher le Congo à la France. C'est ça même la crise que nous avons aujourd'hui. La Belgique a prouvé son incapacité à avoir la même mise sur le Congo malgré sa politique. Pourquoi? Manque d'argent. C'est un pays pauvre. Mobutu avec les Belges, il est arrivé à un moment donné. Mobutu s'est senti plus grand que les Belges. Le contentieux belgo-zaïrois. Mobutu était têtu. Tu vas belge devant ton boulet. C'est ainsi que la France était venue rapidement. Donc, bousculer la Belgique. Et la France-Afrique s'est installée au Congo. La France est venue commencer maintenant à jouer le mauvais jeu en bousculant la Belgique.
Et Mobutu, pendant toute sa carrière politique, était l'homme des Français, plus que même l'homme des Belges, nos colons. Le conflit belgo-zaïrois. Ainsi, la mafia qui a fait demeurer Mobutu au pouvoir se faisait à Paris. Souvent, le grand morceau de la mafia, c'était Paris qui jonglait très bien. Vous comprenez? Et l'Amérique le savait et fermait les yeux. Pourquoi? Parce que l'Amérique était préoccupée par une autre chose. La guerre contre l'URSS, contre l'avancée de quoi? Du communisme. Et la région des Grands Lacs, l'Afrique centrale, était menacée par l'URSS qui voulait envoyer, donc introduire le système communiste en Afrique centrale. Automatiquement, tout le monde avait peur que si le communisme entre au Congo, il y a des minéraux stratégiques, bombes atomiques, uranium, tout ça. Ceux qui vont mettre la main vont mettre la main sur le Congo, ils vont nous gagner. Nous les gens de l'OTAN, de l'Occident, nous allons perdre tout ça. C'est pour cela la préoccupation des Américains en ce temps-là, ce n'était pas de se faire la guerre entre eux. La guerre diplomatique, stratégique, géopolitique, non. C'était de fermer les yeux et d'embrasser, de cajoler même les Français et les Belges. Pourquoi? Parce que tous, si nous commençons à nous faire la guerre, Américains, Français, Belges, donc nous allons perdre le Congo. Créons l'harmonie pour surveiller la zone. La zone la plus puissante de la planète Terre, c'est la région des Grands Lacs, spécialement le Congo. Car c'est de là qu'est venu l'uranium avec lequel on a fabriqué la bombe atomique qu'on a jetée sur Hiroshima et Nagasaki et qui a mis fin complètement à la Deuxième Guerre mondiale et qui a fait des États-Unis d'Amérique le pays le plus puissant sur la surface de la Terre. Donc c'est le Congo qui a créé la puissance des États-Unis d'Amérique. Et le Congo était toujours là, avec d'autres minéraux sous la terre, qui feront la puissance, qui vont créer d'autres puissances après la Deuxième Guerre mondiale. Comprenez pourquoi l'OTAN ne voulait pas être dispersée. L'Amérique faisait semblant, travaillant ensemble, avec pour objectif, comme les Américains même disent, do one thing at a time. Il faut faire une chose à la fois. Le mal avec les Africains, c'est qu'ils courent derrière beaucoup de gibier à la fois. Comme on a fait il faut avoir un plan. C'est pour cela que quand vous entrez en politique, on vous dit quel est votre projet de société. Remarquez les politiciens congolais, ça fait la honte. Ils ne peuvent jamais se mettre là-bas pour nous donner leur projet de société. Ils n'ont pas de projet de société. Comprenez pourquoi au Congo, l'argent est volé, donc un grand désordre. C'est ainsi que l'Amérique était préoccupée à combattre d'abord le communisme, qui était symbolisé par l'URSS. En 1989, le combat était fini. L'Amérique, en tête, c'est-à-dire l'OTAN, les Occidentaux, venaient de gagner le monde communiste. L'URSS est tombé par terre, les Soviets. C'est-à-dire une guerre vient d'être gagnée. Si pas une guerre, parce que la guerre c'est vaste, une bataille vient d'être gagnée, passons maintenant à la bataille suivante. Et la bataille suivante, c'était maintenant quelle bataille? De passer à la vitesse supérieure dans les années 1990 à un changement de gestion. Le monde doit passer à l'utilisation maintenant de l'électronique, qui existait depuis longtemps, qui était déjà expérimentée, utilisée par les États en Occident et surtout l'armée. Ils ont compris maintenant que, vouloir ou pas, quelqu'un d'autre viendra bousculer la barrière. L'électronique sera à la portée de beaucoup de gens. Car il y aura un département de l'électronique, non pas militaire, électronique civile. C'est-à-dire les civils auront bientôt des appareils que nous, les militaires et le gouvernement, nous avons. Le monde avance. On ne peut pas bloquer ça. C'est-à-dire il y aura ce qu'on appelle en français la vulgarisation.
de l'électronique. Ça va être popularisé à la merci de n'importe qui. Les civils pourront les utiliser, mais moyennant de l'argent. Comme on vous fait payer pour l'appel téléphonique, ce qu'on faisait, le téléphone là-bas, à câble, tout ça. Ils savaient déjà. On va créer des appareils qu'on va commencer à vendre dans le monde. C'est-à-dire, ça va nous donner quoi? On aura maintenant besoin de beaucoup de quantités de minéraux qu'on va commencer à utiliser pour fabriquer ces appareils-là, afin que le monde soit rempli des appareils, c'est-à-dire des voitures électriques, électroniques, des téléphones, des fusées, beaucoup d'histoires que vous connaissez même aujourd'hui, des montres, tout ce qui est électronique. Le blanc avait déjà la liste. Ça va nous demander une quantité gigantesque, industrielle de ces matières-là. Or, c'est la République démocratique du Congo qui a ces matières. Moi, l'Amérique, je viens de gagner la guerre contre l'URSS. C'est-à-dire, je suis la seule puissance sur la planète Terre. Or, la réalité du moment, la fin des années 1980, c'est-à-dire début des années 1990, qui contrôlait le Congo avec un grand pourcentage, c'était la France. La France avait même dépassé la Belgique. La France avait mis en place une diplomatie plus forte que celle des Belges. Mobutu, c'était l'homme de la France. France-Afrique. Les Français ont même traîné Mobutu dans beaucoup d'histoires là-bas. CPGL, communauté de pays, des États, donc, des pays des Grands Lacs, je ne sais pas là-bas. Les Français étaient maîtres. Mais maintenant, quand l'Amérique a gagné l'URSS, l'Amérique voulait maintenant confirmer sa force dans le monde. En regardant maintenant, le jeu du moment, c'est l'électronique. Or, celui qui ne contrôle pas le Congo, qui ne maîtrise pas le Congo, n'aura pas l'électronique. Or, qui contrôle le Congo, c'est la France. Ainsi, qu'est-ce qu'il faut faire? Très simple à comprendre, même un enfant de 6e primaire peut comprendre. Il faut chasser maintenant la France. Affaiblir, ramollir la France et la chasser de la région des Grands Lacs. Car la même France avait su contrôler le Zaïre, le Rwanda avec Abiyarimana, le Burundi avec Pierre Buyoya. La France régnait très bien avec la francophonie. C'est pour ça que nous vous disons, la francophonie, ce n'est pas seulement la littérature, c'est une arme politique. On n'a pas de passé commun avec les Français. On n'a jamais été colonisé, nous les Congolais, par les Français. Notre métropole, c'est la Belgique. Mais l'erreur que les Belges ont fait et qu'ils continuent à regretter jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'ils parlent deux langues, le flamand et le français. Vous voyez, en introduisant le français comme langue officielle au Congo, que les Belges venaient de prendre comme colonie, ils ont invité indirectement la France, car la France n'est pas que la langue nabango français. C'est ainsi que la France a profité à travers la langue française qui est une fenêtre ouverte sur le Congo pour entrer par là, afin de nous parler en français, de construire une idéologie, de grandir, donc d'élargir sa diplomatie et d'arriver même au trône, à la présidence. C'est ainsi que les Français ont créé la francophonie comme bombe, non pas seulement culturelle, mais bombe politique. En nous félicitant, le Zaïre, c'est le premier pays francophone du monde. Mobutu était toujours cajolé dans le sens du poil, invité par-ci, par-là. Les Américains regardaient, mais ils avaient encore un ennemi à combattre, c'était l'URSS. Quand l'URSS est tombé, c'est fini. Regardons maintenant ce qui se passe là où se trouvent les réservoirs de minerais les plus stratégiques pour l'électronique, c'est le Congo. Qui règne là-bas? Qui est en avance par rapport à l'Amérique et à la Belgique? C'est la France. Il faut chasser cette France de là. De là, le grand combat entre la France
et les États-Unis d'Amérique a commencé. On vous parle de l'opération turquoise, les Français sont venus parachuter. Les Français voulaient maintenir cette zone qu'ils contrôlaient, ça fait beaucoup de décennies. Y faire la loi, dicter le tempo. Même s'il faut qu'il y ait changement, non pas brusquement. Ça doit être un changement là où les Français ne perdraient pas leurs intérêts. Mais l'Amérique ne comprenait pas cela de cette façon-là. L'Amérique, selon elle, aussi longtemps que la France restera là-bas, on n'aura pas d'ascendance. Donc la France sera le pays le plus puissant du monde après la chute de l'URSS. Bien que nous soyons d'un même club, mais combattons maintenant, c'est pour les minéraux. Ainsi s'est ouverte la grande bataille en Afrique centrale, dans la région des Grands Lacs. Bataille ouverte entre les États-Unis d'Amérique et la France. C'est ce qui a même conduit au génocide du Rwanda. Comme les Français supportaient les Hutus majoritaires, dont le président était Habyarimana, les Français donnaient des plans pour qu'Habyarimana reste au pouvoir. Même s'il faut qu'il y ait changement, démocratie, oui, Habyarimana peut partir. Mais dans un système démocratique, là où l'élection va se faire, et Habyarimana étant de la majorité un Hutu, un autre Hutu va passer. Et la France, qui pèse toujours, ne sera jamais oubliée. Mais là, les Américains ont vu que comme la France est amie avec les Hutus, la majorité, c'est-à-dire quoi? Nous, avec les Hutus, on ne peut pas s'entendre. Les Hutus sont déjà occupés par la France. Prenons alors le contraire des Hutus. C'est qui? Les Tutsis. Ainsi, la Maison-Blanche a misé sur les Tutsis. Et si tu mises sur les Tutsis, c'est-à-dire tu mises sur la minorité. Or, la démocratie partout au monde, même à l'école, l'université, école secondaire, vous qui faites les Sciences Po, on va vous apprendre que la démocratie, c'est quoi? C'est la décision de la majorité. Ce que la majorité veut, c'est ce qui va passer même à l'élection. L'homme que la majorité des Congolais veut, c'est celui qui sera le prochain président. Toute idée que vous mettez sur la table, allons aux élections. Ce que la majorité du peuple veut, c'est ce qui va passer. C'est-à-dire, sur le plan démocratique, d'une bonne manière, les Hutus allaient contrôler le Rwanda, le Burundi. Le Congo n'en parlons même pas, c'est un pays à majorité Hutu-Bantu. Et l'Amérique ne voyait pas cela de cet œil. Et l'Amérique a misé sur les Tutsis, non pas pour perdre. Automatiquement, l'Amérique a prouvé que ce n'est pas un pays démocratique. Vous voyez, je vais miser sur les Tutsis, qui sont une minorité, mais je vais faire un plan pour que ces Tutsis minoritaires arrivent au pouvoir. Ça serait de quelle façon? Démocratique? Non. Ça serait d'une manière de mafia, d'une manière dictatoriale. Ainsi, l'Amérique a commencé à donner beaucoup d'argent. L'Amérique a mis en place la logistique. Accompagné par le Canada, l'Australie, tous les pays anglophones là-bas sont venus aux côtés des États-Unis d'Amérique. Ils ont commencé à chercher à enrôler des gens. C'est ainsi qu'ils ont fait appel à tous les Tutsis qui étaient réfugiés dans le monde pour les amener en Ouganda dans un camp d'entraînement financé par les États-Unis d'Amérique. Le Canada était derrière, l'Australie, l'Angleterre, donc les grands pays. Ils ont dépensé beaucoup d'argent, des milliards de dollars américains pour fabriquer une armée de Tutsis. Corrompre même à l'ONU, jouer le jeu partout, diplomatie, ONU, sur terrain, partout. Et la France aussi résistait sur terrain pour prôner la démocratie. Donc, les Rwandais ne peuvent jamais se battre. Il n'y a qu'une raison de se battre. Nous sommes des démocrates, nous les Blancs. Alors, pourquoi ne pas laisser la chance aux Rwandais d'être démocrates chez eux? Qu'ils aillent aux élections. Et Habyarimana ne refusait pas, car il savait qu'il vient. Il fait partie de la majorité dans son pays. À n'importe quelle élection,
les Hutus vont gagner la main haute, car ils représentent plus de 80% de la population rwandaise. Les Tutsis, c'est 10% au moins. Il y a aussi les Touas, 0, je ne sais combien, même 1%. Donc les Français étaient du bon côté. Il fallait maintenant protéger leurs acquis de la France-Afrique. Mais l'Amérique voulait détruire ces acquis là-bas parce que l'Amérique a mis donc son plan sur la tête des Tutsis. Ainsi, il fallait forcer la minorité des Tutsis pour la charger contre la majorité des Hutus dans un grand désordre, en violant toutes les conventions d'Arusha, processus de paix, entente, partage du pouvoir, après beaucoup de caprices des Tutsis, parce que l'Amérique était derrière, tout ça, l'Amérique a vu que si nous allons par la démocratie, la paix, nous n'allons pas contrôler la région des Grands Lacs. Vous voyez? Car la meilleure façon de contrôler le Congo, ce n'est pas d'y aller ouvertement comme ça. La catastrophe qui va y arriver, on va nous pointer que c'est nous les Américains qui sommes allés là-bas. Donc nous n'irons pas directement au Congo. Nous allons mettre une base de contrôle et de déstabilisation du Congo en dehors du Congo, dans un pays limitrophe. C'est ainsi que les Américains avaient déjà choisi le Rwanda qui sera comme l'Israël d'aujourd'hui. Base, non pas pour le bonheur des Congolais, pour le contrôle de ce grand Congo et la déstabilisation de ce pays-là. Point barre, deux objectifs. Non pas parce qu'ils aiment les Congolais, non. Il fallait d'abord balayer le Rwanda du pouvoir qui est là. Le jeu des balances, ça ne devait jamais se faire, comme je viens de vous expliquer, d'une manière démocratique. Ça allait finir par la violence, c'était la dictature. Ainsi, les Américains ont beaucoup misé sur le Rwanda comme future base de déstabilisation du contrôle du Congo. Mettre leurs hommes. Ainsi, les Américains ont tout donné. Ils ont violé tous les accords de l'ONU, Union africaine, Arusha, pour imposer la dictature au Rwanda. Les Américains ont donné beaucoup d'armes. Les Tutsis ne se sont pas battus seuls, jamais, qu'on ne vous trompe pas. Les Américains étaient même derrière. Il y avait des avions là-bas américains qui bombardaient aussi. Il y avait même des avions qui passaient avec le système de laser électronique pour tuer les gens dans des camps au Rwanda, même au Congo, dans l'Est. On électrocutait les Rwandais qui sont dans des camps comme ça, ils meurent. On empoisonnait la nourriture. L'ONU a joué un grand rôle. On a mis la nourriture empoisonnée dans les camps là où se trouvaient les Hutus après la fuite. Kagame a tué beaucoup de Tutsis comme sacrifice. Et trompé que ce sont les Hutus qui les ont tués. Il fallait créer donc un satanisme d'un haut niveau, une grande catastrophe. La raison du plus fort, comme vous avez dit La Fontaine, est toujours la meilleure. Qui est le grand? C'est l'Amérique. L'Amérique est à la base du génocide du Rwanda. C'est l'Amérique qui a tué les Tutsis rwandais. C'est ça la vraie vérité. La France a mis en place toute sa stratégie. Mais la France, étant un petit pays pauvre, ne pouvait jamais déployer les moyens que l'Amérique a mis en place, avec l'Angleterre derrière, le Canada, l'Australie, Nouvelle-Zélande et consorts. La France allait sauter. L'Amérique est allée même au Canada, là, pas... On parle le français. Les Français aussi voulaient donc connecter les Canadiens francophones à leur cause. Ils ont échoué. L'Amérique est allée même puiser chez les Canadiens francophones les alliés qui parlent français et anglais au même moment. C'est ainsi qu'ils ont eu un général canadien, Roméo Dallaire, des casques bleus, qu'on a envoyé au Rwanda, non pas, il parle français très bien, mais un Canadien, non pas pour servir le Canada, donc la francophonie, comme les Français vous croyez, c'était pour servir la cause des Américains, corrompu jusqu'à la moelle épinière. C'est Roméo Dallaire là-bas de l'ONU, casque bleu. On lui a donné les agents de l'ONU, les militaires, les soi-disant casques bleus pour la paix. C'était des mercenaires, bien entraînés dans des bases militaires des Américains, qui sont allés là-bas sous couvert de casques bleus symbolisant la paix, mais c'était pour commettre des crimes.
C'est ainsi qu'il y a eu même des massacres. On a tué des Belges là-bas qui sont morts. Tout ça. Qui donnait le plan? C'est les Américains. Cette guerre était faite par l'Amérique elle-même. Kagame, lui seul, avec son petit groupe de tous, il n'allait pas réussir. Quoi que ce soit. C'est l'Amérique qui a déployé tout son arsenal en donnant des armes dernier cri aux Tutsis. Le matériel de communication, TZF, qui communiquait par satellite. Les GPS, les Kagame avaient des GPS. Les Américains les guidaient à partir du ciel, en communiquant avec les Kagame et les autres quand ils faisaient leur réunion. Allez là-bas, tournez à gauche, non, allez sud. Ok, maintenant tournez, allez au nord, avancez, il n'y a personne là-bas. C'était une guerre téléguidée par les États-Unis d'Amérique et Bill Clinton suivait cette guerre dans son bureau ovale plusieurs fois par jour. Ainsi, l'Amérique, en créant le génocide du Rwanda, en instaurant la minorité des Tutsis au pouvoir, l'Amérique a gagné une bataille. C'est ce que nous cherchions. Ouf. Maintenant, le Congo. On vous a mis au pouvoir. Petit Tutsi, ce n'est pas pour rien, nous ne sommes pas vos frères. D'autres Tutsis qui n'étaient pas connectés, informés, croyaient que c'est la fin de la guerre. Nous allons entrer, après beaucoup d'années de refuge, nous sommes rentrés chez nous. Nous allons maintenant vivre en paix chez nous au Rwanda, mourir ici chez nous, se partager le pouvoir. Mais Kagame était au courant avec un petit groupe des officiers. Tout le monde ne le savait pas. Et Kagame a convoqué une réunion. La guerre ne peut pas s'arrêter par ici. Les Américains ne sont pas nos frères. Hein? En créant l'hécatombe au Rwanda, en bouleversant 90% des Hutus, pour que nous, les 10%, nous puissions prendre le pouvoir. Après avoir massacré beaucoup de Hutus, et même, nous avons même sacrifié des Tutsis volontairement pour créer un carnage qui fera ce que l'Amérique, utilisant la raison du plus fort étant toujours la meilleure, allait faire tomber toutes les fautes sur la tête des Hutus. Mwenjo Baouadji. Même tout ce que les Tutsis ont fait Rwandais sur terrain, même les Hutus, même les Américains ont contribué à tuer là-bas. Les Américains ont utilisé la force médiatique. CNN commence à parler, Fox, partout. Et c'est Bill Clinton qui est allé voir, comme le voleur, l'assassin, se rend toujours sur les lieux de crime. On attendait la visite physique de Bill Clinton. Suivez les informations. Il est allé au Rwanda comme ça, pour voir, afin de donner maintenant un mot d'ordre. Et Clinton, en voyant cela, quand il a fini de tourner là-bas, massacre, tout ça, il a regardé l'hécatombe. Il y a même le journal Life. Il y avait même un journal là-bas américain, une revue. C'est pas Life, c'est... qui avait écrit que le diable avait quitté l'enfer pour un temps. Si vous cherchez le diable, vous allez le trouver à Kigali, au Rwanda. C'est ce qui s'était passé là-bas. C'est l'œuvre du diable. Les reptiliens américains. Les satanistes à niveau moko terrible. Ils ont versé le sang, c'est pour augmenter leur pouvoir. Et en regardant cela, Clinton a regardé que c'est nous qui avons fait tout ça. Nous, les vrais assassins de la planète Terre. Mais comme nous sommes les seuls champions du monde, personne n'est au-dessus des États-Unis d'Amérique. Nous allons chercher des boucs émissaires. Ce sont les Hutus qui ont fait ça. Point barre. Ils sont des génocidaires. Nous allons commencer à les traquer. C'est pour distraire le monde. Et c'est la première fois que Bill Clinton a prononcé le mot génocide dans sa bouche. This is a genocide. C'est comme s'il venait de donner un mot d'ordre. Toutes les radios occidentales, à l'unisson, les télévisions, génocide du Rwanda, ce qui était basé là-bas, les gens de l'ONU sont allés là-bas, toutes les organisations de droits de l'homme, c'est un génocide. Et les Hutus sont les grands criminels, les tueurs. Mais si vous lisez les notes, vous verrez que les Hutus n'avaient rien. Les Hutus n'avaient pas une arme capable de créer ce qui s'est passé au Rwanda. Car pendant plus ou moins 4 ans, la même Amérique a jeté le gouvernement de Berimana sous embargo militaire. Aucune arme n'entrait et ne sortait du Rwanda.
sous la surveillance des Américains, air, terre, même la mer. Et le Rwanda étant un pays plus pauvre. Un pays qui ne comptait que sur des dons. Donc l'armée du Rwanda, sans qu'il y ait des dons, ne peut pas fonctionner. Ça a toujours été comme ça depuis longtemps. Vous commencez une guerre le 1er octobre 1990. C'est quand les Américains ont envoyé les Tutsis venant de l'Ouganda le 1er octobre 1990. Le génocide a eu lieu le 6 avril 1994. C'est presque 3 ans et quelques mois de guerre. C'est-à-dire, pendant les 3 ans et quelques mois, les Hutus au pouvoir, coupés du monde, par la décision des États-Unis d'Amérique, partout au monde, l'Amérique a affaibli le Rwanda d'Habyarimana militairement, en défendant tous les gens du monde de collaborer avec le régime d'Habyarimana. Pas d'exercice militaire, coopération militaire, zéro. Pas de vente d'armes, zéro. Mais pendant ces 3 ans et demi, presque 4 ans, il y avait la guerre. Kagame attaquait et Kagame avait déjà pris la moitié du Rwanda. Les militaires rwandais avaient perdu cette guerre comment? Manque de munitions. Ils avaient des anciens carabines, des anciennes armes. Ils ont fini toutes leurs munitions. Point barre. C'est ainsi que les Tutsis prenaient des villes rapidement. Ils sont arrivés comme ça, près de Kigali, la capitale. Habyarimana a mis haut les mains. Il est allé à Arusha en Tanzanie. Il a accepté tout ce qu'on lui disait par Kagame. Ce n'est plus la démocratie. Ce n'est plus de créer une nouvelle armée démocratique du Rwanda, là où les Tutsis, étant une minorité, occuperaient 10% des postes, par exemple. Les Hutus, en tant que 90%, vous allez occuper 90% des postes dans l'armée. Non, c'était 50-50. La minorité de Tutsis devait avoir 50% de grades dans l'armée qu'on voulait créer. Les Hutus, 90%, 50%. Tout, c'était moitié, 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 tout ça. Habyarimana voulait résister. Mais les Français, connaissant la stratégie de l'oncle Sam, les Américains, avaient des conseillers qui soufflaient à Habyarimana. Attention, il faut accepter tout. Les services secrets, car les Français sont aussi forts en espionnage. Ils interceptaient des messages des Américains. Pourquoi est-ce que les Américains donnaient la tête dure aux Tutsis kagamistes? C'est pour créer la guerre. Donc tout ce que les Américains faisaient, quand il y avait une négociation entre la majorité Hutu et la minorité Tutsi, les Américains ne pensaient jamais à la paix, à la démocratie, les élections. Non, ça n'avait jamais été leur agenda. Leur agenda, c'est quoi? Nous sommes en train de supporter la minorité qui ne prendra jamais le pouvoir d'une manière démocratique au Rwanda. Soyons réalistes. C'est ce qu'on appelle la réelle politique. La seule façon qui nous reste, nous, Américains, en supportant cette minorité de 10%, c'est de créer la guerre. D'une manière démocratique. Mais nos protégés ne prendront jamais le pouvoir au Rwanda. Or, nous voulons contrôler le Rwanda, nous les Américains, pour que ça nous serve de zone, de tremplin, de base, pour le contrôle et la déstabilisation du Congo. Ainsi, Habyarimana, conseillé par les Français, a accepté toutes les exigences, même les plus folles, que la petite minorité des Tutsis armés exigeait. Et en voyant qu'Habyarimana avait tout accepté, c'est ça qu'on appelle le jeu de qui perd gagne. C'est lui qui accepte, oui, vous allez croire que dans une réunion, j'accepte. Tout le monde s'attendait à ce qu'Habyarimana va résister. Va dire, non, 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 non. Nous sommes les Hutus, nous sommes 90% du Rwanda. Ça ne peut jamais se passer. Les Français ont soufflé sur la table. Si tu refuses, les Américains auront raison de continuer militairement. Tout ce que les Américains sont en train de vous faire à Arusha en Tanzanie,
c'est pour vous voir, vous les Hutus, résister, que vous êtes une majorité, afin que les Américains trouvent une raison de vous attaquer à travers les Tutsis. Acceptez tout. Vous allez voir la bonne ou bien mauvaise volonté des Américains. Tout le monde était étonné de voir qu'Aberman est assis là-bas. Nous acceptons. La nouvelle armée qu'on va faire, 50%, 50%. Tutsis 50, Hutus 50, nous acceptons. Et ça, tout ça, le contrôle des institutions, le ministère de Nini, armée, nous allons donner aux Tutsis. Nous acceptons. Tout, Aberman a tout accepté. Les Américains se sont regardés là-bas. Ils avaient leurs témoins à Arouche. Les Français aussi dans un coin en train de se regarder. L'atmosphère était pesante là-bas. Ninja, on a filmé. Quand on a fait le débat, on a filmé, on a piqué la musique. Tchararin, tchararin, tchararin. L'Amérique en a perdu. En croyant piéger les Hutus, en croyant piéger Abiyarimana. Abiyarimana, avec des conseillers spéciaux de la France, a déjoué la stratégie américaine. Il a refusé la guerre. Nous aimons le Rwanda, c'est notre pays à tous. Tous, ils sont nos frères après tout. Trop exigeants, on ne refuse pas. On va leur donner 50% dans tout ce qu'ils désirent. Car nous sommes ici pour la bonne volonté, pour la paix. Qui va dire non? Kagame, tu vas encore dire non, tu n'aimes pas 50%, tu vas ajouter 60, 70%, mais les gens vont voir que tu as de mauvaises intentions. Kagame a souri. Aberman aussi a souri. Ils se sont salués. C'était la dernière réunion de la dernière chance. Là où Abiyarimana a acculé dans un coin. Tout le monde comptait le voir rejeter les propositions des Américains. Comme les propositions imbéciles qu'on est en train de vous faire, vous les politiciens congolais. Dans l'est du Congo, on va prendre les minéraux du Congo, on va les laver au Rwanda, les amener à Qatar, tout ça. C'est comme ça avec les Américains. Ainsi, après le débat à la signature, il fallait s'attendre à quoi? C'est ce que les Anglais appellent implementation, la mise en pratique. Sous l'égide de la même ONU, la mafia internationale. Pour la toute première fois du monde, les casques bleus de l'ONU ont été introduits dans le système de mafia au Congo en 1961. Qui avait donné cette idée? Eisenhower, le président américain qui était encore vivant, c'était un militaire, quand Lumumba était Premier ministre. Ils ont cherché par tous les moyens comment aller tuer Lumumba avec des commandos parachutistes américains qui allaient parachuter et tuer Lumumba à Kinshasa. Ils ont vu, non, ça va donner une mauvaise image. Quand l'URSS était encore là-bas, en train de respirer le feu, il faut camoufler cette histoire. Tuer Lumumba, oui. Nous allons le tuer par camouflage. C'est le président américain Eisenhower qui est venu avec une idée. Et cette idée continue à être perpétuée jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire quoi? En utilisant l'ONU, soi-disant la force de la paix, les casques bleus, comme des mercenaires au service de l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. L'Amérique vous tue maintenant. Les Occidentaux, dans leur force de l'OTAN, n'envoient pas les armées de chez eux vêtues en militaires, en uniforme des Français, des Belges, des Anglais, des Américains, Canadiens, Australiens, ainsi de suite. Non. Ils prennent les mêmes mercenaires qu'ils ont fabriqués dans leur base. Ils leur donnent les tenues de l'ONU, les casques bleus. En réalité, ceux qui sont à l'intérieur des uniformes, ce sont les mercenaires fabriqués par l'OTAN. Ainsi, les casques bleus qui sont venus au Congo, soi-disant pour créer la paix et protéger Lumumba. Vous vous rappelez, si vous regardez le film Noir-Blanc, ils sont allés même à la maison de Lumumba. Soi-disant, c'est pour le protéger, pour que le régime de Mobutu qui attaquait ne puisse pas le tuer. Non. C'était pour le mettre en résidence surveillée. Les mêmes mercenaires de l'OTAN occidentaux, qui étaient des loups avec la peau de brebis des casques bleus de l'ONU, communiquaient avec Mobutu Joseph directement. Cherchaient maintenant
Nous allons le maintenir dans la maison. Toi, Mobutu, cherche une façon de venir le tuer ici. Nous allons faire semblant, nous allons créer quelque chose pour que tu puisses venir achever Lumumba, soit à la maison, soit au bureau. Ils ont d'abord essayé d'empoisonner Lumumba, dentifrice. Ils ont échoué. Ils ont essayé beaucoup de façons. Par l'empoisonnement, ils ont raté de tuer Lumumba. Lumumba aussi, je ne sais pas, il avait des puissances surnaturelles. Avec le conseil peut-être des soviets, d'autres pays, on lui a dit en tout cas, on veut te tuer. Il ne faut pas avoir confiance avec ces Américains. Ce sont les militaires occidentaux en tenue de casques bleus. C'est ainsi que Lumumba a mis en place un plan pour s'enfuir. Il s'est échappé là-bas, vous connaissez vous tous. L'erreur qu'il a faite, si pas erreur, je ne sais pas, c'est de revenir. C'est pas ce qu'il a oublié, il a pensé à sa femme, à ses enfants. Il est retourné, il est devenu martyr. Donc, qu'est-ce que moi je veux vous dire? C'est la même Amérique. Avec le président Eisenhower qui avait mis en place l'idée de commencer à utiliser les casques bleus de l'ONU, soi-disant force de la paix, mais qui seront composés de mercenaires à la solde de l'Occident, nommément les forces de l'OTAN. Point barre. Et la tradition continue jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi nous vous disons la MONUSCO. Ce sont les bandits, ces gens-là. Pourquoi ne veulent-ils pas partir? Ils viennent de bonne foi. Partez maintenant. Les Congolais disent, vous ne faites rien. Vous faites la promenade de santé et des touristes au Congo, partez. Hein? Vous ne maîtrisez jamais les M23, les AFC de Corneille Nangaa, l'armée du Rwanda entre là-bas. Vous ne foutez rien. Rentrez maintenant. C'est comme si vous n'existiez pas. Ils ne veulent pas partir. Et c'est la même force de l'ONU au Rwanda en 1994, sous appellation de la MINUAR. Donc la force de l'ONU au Rwanda, MINUAR, qui était gérée par qui? Le général Roméo Dallaire, le Canadien là-bas. C'est cette force qui collaborait avec les militaires de Kagame. Quand ça pétait à Arusha, Bermana a tout accepté. C'était d'abord une victoire psychologique et morale. Bermana a montré la stratégie avec le Conseil des Français. Il a gagné le plus grand combat psychologique du monde devant l'Amérique et les Tutsis, en acceptant toutes les bêtises dans le système que les Chinois utilisent. Dans quel style de combat? Ce n'est pas Kung Fu. Ils appellent quoi? Jiu-Jitsu, hein? C'est comme Jiu-Jitsu. C'est ça qu'on appelle un jeu de dames aussi, qui perd gagne. C'est lui qui te donne, pas. Tu gagnes, mais c'est toi qui perds. Aberman a donné tous les pions. Pas, prenez. 50% prenez. Psychologiquement parlant, c'est Aberman qui a gagné cette guerre psychologique. Et l'Amérique était déçue. Comprenez pourquoi l'Amérique devait maintenant passer à la vitesse supérieure. Plan B. Massacre. Il faut le tuer. Comment le tuer? Quand il va prendre l'avion en quittant Tanzanie pour venir au Rwanda, il faut le tuer. Maintenant, ils hésitaient. Comment est-ce qu'on va le tuer? La réunion n'a pas duré. Ils croyaient qu'Aberman allait dans les Rwandais ou allait négocier, après là-bas discuter. Tout s'était fait rapidement. Oui. Aberman maintenant attendait que le protocole pour rentrer au Rwanda. Museveni est intervenu pour bloquer Aberman. En lui trompant, oh, il y a quelque chose, nous attendons, nous allons faire une petite réunion là-bas pour fignoler je ne sais quoi. Aberman a dit, moi je vais rentrer. Il fait encore jour. Je ne veux pas rentrer pour arriver au Rwanda la nuit. Aberman a dit, non, attends. Un complot encore. On a trompé Aberman, il faut attendre les protocoles. Ils ont prolongé certaines histoires. Signature, les documents, on est en train de les préparer là-bas. Tout ça, tout ce que nous venons de nous dire, la signature, c'est Museveni qui était là en train de distraire Aberman. Et les Américains étaient au courant de tout. Il faut distraire Mastoyo. Azonga na Rwanda no kite. On me distraire. Quand on a dit que Rwanda tafika mujua, si on le tue en plein soleil, ça sera facile de détecter. Les missiles sont venus d'où.
on aura du mal à maquiller l'assassinat. Donc, il faut le distraire pour que le temps passe. On va donner des papiers très tard le soir, tout ça. Et Abiyarimana était impatient. Et pendant qu'on était en train de distraire Abiyarimana, lisez tous les rapports. Qu'est-ce qui s'est passé au Rwanda? Les Kagamistes, avec la protection de la minuar, la même ONU, ont commencé à attaquer. Ils sont entrés même à Kigali comme ça, les gens les ont vus. On a téléphoné à Abiyarimana rapidement à Arusha en Tanzanie. Bwana, Kigali est à moitié dans les mains des Tutsis des Kagamistes. Abiyarimana était étonné. Mais nous venons de signer tout, nous avons tout accepté à Arusha. Mais comment attaquent-ils? Ne sont-ils pas en communication avec les Kagame? Compliqué. Les Américains connaissent tout. C'est un plan soufflé par les Américains. C'est-à-dire quoi? Ce monsieur qu'on est en train de distraire là-bas, on est en train de retarder la signature, l'application de la signature sur les documents. Si nous le faisons rapidement, il va rentrer au Rwanda en plein jour, il n'y aura plus moyen de le tuer. On a tardé les documents là-bas. Il peut dormir. C'est-à-dire, à force de trop tarder avec le système de signature, il peut signer 17 heures, 18 heures. C'est-à-dire quoi? Ça sera la nuit. Il va dire, je dors à Arusha en Tanzanie. Je rentrerai au Rwanda demain matin. Nous allons encore perdre. Car il va quitter le matin, 9h, 10h, il va arriver au-dessus de Kigali en plein jour. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pour cela que les conseillers américains satanistes ont dit aux Kagamistes, attaquez Kigali pour stimuler. Donc, le président Abiyarimana de ne pas passer nuit à Arusha. Il fait tard. Mais quand vous attaquez là-bas, quand il sera au courant qu'on est en train d'attaquer, c'est-à-dire, il faut qu'il rentre rapidement, ces services d'urgence. Il faut qu'il rentre rapidement en tant que commandant des forces armées du Rwanda. Et puis, il n'avait pas voyagé seul. Il avait des généraux. Donc, la tête civile et militaire du Rwanda, sur l'exigence des Américains, était à Arusha. Il voulait couper cette tête-là. C'est-à-dire quoi? Abiyarimana est là-bas avec les grands militaires gradés pour être témoin de la signature de la dernière chance. On est en train d'attaquer Kigali la même soirée là-bas, le même soir. On signe rapidement là-bas. Abiyarimana, qui planifiait de passer nuit, a changé automatiquement parce que les Kagame ont attaqué le même soir là-bas. Il a dit, je vais rentrer. Il n'y a plus moyen de dormir. S'il faut atterrir la nuit, je vais atterrir la nuit. Mobutu l'a tiré dans un coin. C'est School, l'homme des Français, la même France. À travers Mobutu a dit, Mobutu a poursuivi Abiyarimana sur le tarmac. Il lui a dit clairement, pourquoi ne pas dormir? Ah, voyez, non, tout ça, moi, il y a la guerre, vous savez, les informations. Mobutu a dit, tu ne trouves pas que c'est trop dangereux de rentrer la nuit? C'est tellement dangereux. Dans ton cas, moi, je ne rentrerai pas. C'est préférable que tu dors. Ou bien si tu veux rentrer, il ne faut pas survoler le territoire aérien rwandais la nuit. Qu'est-ce que nous allons faire? Mobutu a proposé que je te prenne dans mon avion. On va aller avec toi à Kinshasa, Badolik. Là-bas. Et puis demain, même la même nuit là-bas, 4 h du matin, 5 h, tout ça, je vais envoyer l'avion pour te déposer à Goma. Ça sera 7 h du matin, 8 h, en pleine journée. Comme ça, tu vas entrer par véhicule. De Goma, si tu traverses là-bas la grande barrière Rutshuru, je ne sais quoi, tu entres au Rwanda. Sous l'escorte de quoi? Des mêmes forces onusiennes. C'est-à-dire, si on veut te tuer, l'ONU sera responsable. Car on va te confier aux forces de l'ONU, la Minuar, à la frontière. On va t'accompagner jusqu'à Kigali. Mobutu a proposé ça à Abiyarimana. Abiyarimana était tellement excité par le dernier piège de l'oncle Sam. Après avoir raté Abiyarimana par le système de signature, ils ont créé un autre piège. Là, on devait rentrer la même nuit
à Kigali. Et ils l'ont eu. Il est allé là-bas, aux alentours de 20h30, l'avion est arrivé à Kigali, les enfants qui nageaient dans la piscine là-bas, qui n'attendaient pas leur père le même jour, ont écouté le ronronnement du moteur, tout le monde s'est étonné, c'est Mister 50, Falcon, l'avion de papa, arrivé là-bas, vous connaissez toute l'histoire, il y avait un avion qui était sur la piste présidentielle. Cette même nuit là-bas, à Kigali, dans l'aéroport de Kigali, ce qui n'était pas courant. C'était un avion placé là-bas par les infiltrés Tutsis. Donc le Rwanda, Kigali était déjà infiltré jusqu'à la moelle épinière par les Tutsis kagamistes. Même dans la tour de contrôle, il y avait des Tutsis qui étaient là. Dans beaucoup de services de l'État, tout ça, les Tutsis kagamistes étaient donc partout. Et c'est cet avion là-bas qui devait bloquer l'atterrissage rapide de l'avion d'Abiyarimana qui revenait de la Tanzanie, le temps que la tour de contrôle puisse ordonner au pilote d'Abiyarimana, qui était un Français, de patienter et de faire des tours. Le temps qu'on enlève cet avion qui était sur la piste présidentielle, et les tours que l'avion d'Abiyarimana faisait en l'air, ça a permis aux tireurs d'élite qui étaient sur la colline de Masaka de l'avoir dans le viseur là-bas avec 2 missiles là-bas. C'est-à-dire un tour, quand il passe comme ça, le tireur règle très bien. Le tireur était en contact avec la tour de contrôle. Boye Bisaye a ça la tour Moussoussou, qu'il fasse encore un autre tour pour que je puisse calculer les millimètres, tout ça. Le pilote là-bas, on lui a dit par la tour de contrôle, Mister 50, tournez encore, un peu de patience. Le pilote a fait encore un tour, il est passé au-dessus de la colline de Masaka là-bas, donc le tireur qui était là a réglé encore la lunette là-bas, il était maintenant sûr que cette fois-ci, je ne vais pas rater tout ça. Et quand le tireur était sûr que je ne veux plus le rater, le tireur a communiqué avec les appareils de communication sophistiqués qu'on ne pouvait pas intercepter par les militaires rwandais Hutu d'Abiyarimana qui avaient des appareils TZF vétustes. Yazamani, anciens. Car les appareils des kagamistes, c'était des appareils nouveaux que les Américains leur avaient donnés, qu'on ne pouvait pas intercepter par les appareils vétustes de l'armée d'Abiyarimana, dont on a coupé les fonds, tout ça, ne pouvait pas communiquer avec le monde, pas d'entraînement, pas même de dons. Embargo total, sur tous les plans. C'est ainsi que l'homme qui était sur la colline de Masaka, avec ses 2 missiles, a appelé la tour de contrôle pour dire maintenant au pilote de descendre. Et le pilote maintenant qui perdait de l'altitude, commençait à descendre comme ça. La colline, c'est en haut. Et l'homme qui était à la colline a envoyé 2 missiles. Boum, boum. Le plan des Américains maintenant venait de réussir. Démocratie, cet homme va gagner, il faut le descendre. Comme ça, nous allons maintenant entamer la période de la terreur au Rwanda. Nous allons renverser la situation que c'est vous, les victimes Tutsis et les Hutus. Nous allons faire de ces Hutus là-bas des criminels. Tout s'est joué à la Maison Blanche. Ceux qui ont perdu sont devenus des gagnants, ceux qui ont gagné sont devenus des perdants. Compliqués. C'est l'histoire que vous connaissez jusqu'aujourd'hui. En installant les Tutsis maintenant au pouvoir, ils ont chassé tous les Hutus au Congo, en ordonnant même, au même Mobutu d'ouvrir maintenant les frontières. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent? Mobutu a fait l'erreur. C'est la même Amérique, Bill Clinton, qui avait grondé Kengo Adonde qui était Premier ministre. Ouvrez les frontières. C'est pour permettre à la majorité Hutu de se déverser au Congo afin que cette majorité quitte le Rwanda. Aussi longtemps qu'il resterait au Rwanda, il y aura toujours tendance à reprendre la présidence par des attaques. Vous comprenez? Et cet embargo nous a donné quoi? L'armée du Rwanda régulière d'Abiyarimana n'avait plus de munitions. Ils avaient seulement des armes sans munitions parce qu'il y avait 3 ans et demi d'embargo. C'est ce qui a fait qu'ils se battaient maintenant avec des machettes, des coupes-coupes, n'importe quoi, des bâtons à la main, quand on a tué leur président. C'est le seul combat qui leur restait. C'est pour cela qu'on vous montre des machettes là-bas. Mais pendant ce temps, on casse les images des militaires kagamistes. Eux avaient les armes sophistiquées, dernier cri de ce temps-là. Ils avaient l'accompagnement des avions canadiens. Comment est-ce qu'on les appelle? Les Libumundunda
Hercule C-130 qui jetait la nourriture, les médicaments, même des armes dans la zone occupée par les Tutsis, les Kagamistes. Donc les Hutus étaient déjà encerclés au ciel par les Canadiens et les Américains, sur la terre par les Kagamistes qui avaient réussi à prendre plus de la moitié du territoire dans 3 ans et demi de guerre. Donc le monde entier était impuissant. La France a essayé de jouer une dernière carte en proposant l'opération turquoise. C'est-à-dire quoi? Faire parachuter les militaires français dans une zone bien définie afin de diviser le Rwanda en deux. C'est ça même le but de l'opération turquoise. Et faire passer les Hutus d'un côté et les Tutsis de l'autre pour empêcher le génocide, les affrontements tribaux, ethniques. Les Français étaient sur le point de réussir. Quand l'Amérique a vu que l'opération turquoise, ça sera une réussite. L'Amérique a surarmé les Kagamistes et l'Amérique a joué un grand rôle à l'ONU partout. Et l'Amérique a envoyé même ses mercenaires sous couvert de Tutsis là-bas. Ils ont chassé les Français. Les Français en tant qu'une puissance, ils ont reçu un feu terrible. Ils ont fui là-bas. L'opération turquoise, annulée. Les Français étaient obligés maintenant de fuir. Vous voyez, les Français étaient maintenant dans l'incapacité. Si nous traînons ici 24 heures, on va nous tuer. Il y a un arsenal comme pas possible. On s'étonne comment une minorité de Tutsis militaires, ils ont des armes là-bas. Les Français avaient maintenant peur. Non, 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 non. Il y a un revirement. Ils ont appelé à l'ONU, tout faire. L'ONU a refusé. Finir la guerre, tout ça. Le monsieur de l'ONU là-bas, de casque bleu, Roméo Dallaire, le Canadien là-bas, joue aussi le jeu. Et les 2 missiles qu'on a donnés aux tireurs là-bas de Biarimana, comment est-ce que c'est entré au Rwanda pour arriver jusqu'à Kigali? Or, pendant la guerre, il y a des militaires qui contrôlent. Et c'est l'ONU qui mettait les barrières là-bas. Beaucoup d'enquêtes ont dit à la fin, pourquoi est-ce que ces missiles n'étaient pas interceptés? C'est entré dans les véhicules de l'ONU. Vous savez, vous tous, on ne contrôle pas les véhicules de l'ONU selon les protocoles internationaux là-bas, oh, l'ONU, tout ça. C'est ainsi qu'un camion de l'ONU avait pris les missiles du stock de l'Ouganda. Ça traversait la frontière du côté là où les Tutsis régnaient, c'est entré au Rwanda facilement, dans la zone occupée par les Tutsis. Maintenant, pour quitter cette zone, pour arriver à Kigali, c'est là où les casques bleus de l'ONU, dans leur voyage avec des camions, prendre la nourriture, tout ça, faire des contrôles là-bas, vérifier les zones, comme ils vous disent, occupez votre position initiale là-bas, la colline là-bas, n'attaquez pas, ne venez pas. C'est eux qui sont allés prendre les 2 missiles là-bas, donc là où c'était. La communication était bien passée. Général Dallaire, Kende Ozoba missile Wana. Ainsi l'ONU, respecté par tous les militaires, qu'ils soient Hutus et Tutsis, est passé avec les 2 missiles dans le camion pour aller les donner aux Tutsis kagamistes formés déjà en Ouganda convenablement par le système américain afin de manipuler les missiles, les tombeurs des avions. Donc cette guerre a été faite par les Américains, l'OTAN et même les casques bleus de l'ONU. Donc ce n'est pas la victoire de Tutsis sur les Hutus, non. C'est la victoire de la machine de l'OTAN, dirigée, gérée par les Américains, la mafia américaine à l'ONU et sur terrain, qui a causé l'hécatombe du Rwanda qu'on a appelé génocide. Et parce que l'Amérique est incontrôlable, la superpuissance, personne ne peut mener l'Amérique au tribunal. Et c'est l'Amérique qui a créé une histoire. Tout ce qu'on nous raconte, c'est la version de mafia créée dans les officines des États-Unis d'Amérique. En tant qu'Africains, il faut toyeba. C'est notre histoire. C'est nous qui écrivons l'histoire au présent. Notre silence va faire à ce que les mafieux d'aujourd'hui vont encore répéter les génocides, soit au Rwanda, Burundi, Congo, en Tanzanie, sont en train d'attaquer. Donc, notre parole va faire
va faire que les mafieux qui veulent reprendre ce qu'ils ont fait au Rwanda quelque part, ils peuvent avoir peur. La parole, c'est une arme. C'est pourquoi nous parlons. Nous savons ce que ça peut nous amener, mais on s'en fout. Je ne suis pas militaire, mais j'ai une arme. La lecture, la compréhension, l'explication avec ma parole. Le commencement de la parole. La parole, c'est une arme forte. Comprenez pourquoi les mafieux du monde, les dictateurs, coupent l'Internet. Ils vont vous mentir. Ah, ça na force. Yaka na Congo. Yaka wa, Obunda, awa, ça mobali. Non. Pourquoi mes paroles, mes vidéos vous inquiètent? Si l'Internet n'est rien, kolobaloba, blablabla, et ça rien. Pourquoi bakataka Internet? C'est la puissance des paroles. Les dictateurs aiment opérer devant un peuple ignorant, un peuple fainéant. C'est là où la propagande des jaléloïstes passe très bien. Mais quand il y a les influenceurs, les analystes sur les réseaux sociaux qui expliquent, comme ce que Sambo est en train de vous dire, ça inquiète les mafieux qui veulent se maintenir au Congo par la force, en nous trompant chaque jour. Et comment connaîtras-tu ce qui est en train de se passer au Congo? Il faut connaître qui a amené la crise dans la région des Grands Lacs. Son motif, c'était de faire quoi? C'est l'Amérique. De voler nos minéraux. Si tu as cette base, même en chimie, physique, mathématiques, tu connais la base. Tu vas commencer à travailler sur base de cette base-là. C'est-à-dire quoi? Toutes tes décisions politiques, tes négociations politiques, tes projets de société, si tu ne tiens pas en compte la base qui a fait qu'il y a du sang, ça fait 30 ans, dans la région des Grands Lacs, c'est-à-dire, soit tu n'es pas un politicien, tu es un amateur, ou bien tu sais, tu es un voleur, tu es un mafieux. C'est ici que vous devez regarder comment est-ce que vos politiciens, pour ne parler que du Congo, arrivent au pouvoir. Tout politicien déposé à Kinshasa par n'importe quel système, là où se trouve la bénédiction des Américains, c'est un mafieux. La main qui te donne, c'est la main qui te contrôle. Tu peux tromper les Congolais, mais tu ne peux pas tromper l'oncle Sam. Et celui qui te donne a le pouvoir de t'enlever, de te tuer, de te faire partir. Et regardez maintenant la situation politique que vous avez au Congo aujourd'hui. Il y a crise de légitimité. C'est ça le grand problème que nous tous, nous avons en République à démocratiser du Congo.